Donc nous, le jeu qu'on va vous présenter, c'est Wrestle Jump. Donc le jeu, en fait, c'est un one-button game. Qu'on peut jouer soit à un joueur, soit à deux joueurs. Je trouve plus la souris. Elle est là. Voilà. Donc en fait, le but du jeu, c'est de faire toucher la tête de l'adversaire sur le décor. Donc soit sur le sol, sur un mur. Même le plafond. Même le plafond. Et donc en fait, ça se joue très simplement. Donc avec les touches donc pour deux joueurs, c'est O et W. Donc voilà, par exemple là, le raid a gagné. Donc voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'on utilise donc une touche qui va simplement tendre les jambes de notre joueur quand on l'appuie. Donc si on la relâche, on détend les jambes. Si on l'appuie, on tend les jambes. Et quand on tend les jambes, et ben forcément, on exerce une force sur notre adversaire, donc qui, s'il ne répond pas, sera poussé en arrière. Voilà. Et donc en fait, c'est un jeu qui, en l'aspect, on dirait que c'est un jeu qui va demander pas mal de maîtrise, mais c'est absolument random. C'est totalement aléatoire. Il y a juste parfois où si vous tendez les jambes, bah, vous allez plus protéger votre tête que non. Mais tout est dépendant de la physique du jeu en fait. Parfois vous allez tendre un tout petit peu les jambes, puis votre perso il va faire un triple backflip avant de cracher la tête de votre adversaire sur le sol. Et en fait, c'est ce qui est assez intéressant avec ce jeu, c'est que cet aspect aléatoire, même si on sait qu'on n'a absolument aucun contrôle sur, au final, ou presque aucun contrôle sur le résultat du combat entre les deux joueurs, il nous donne une espèce de satisfaction absolument incroyable d'avoir battu son adversaire, comme certains vont tester le jeu à l'instant, et on était complètement à fond dans le jeu, genre « Ah, Ludo, il l'a défoncé !» C'était assez incroyable. Pour deux raisons principalement. Le fait qu'on joue sur le même ordinateur, donc qu'on soit juste à côté, et qu'on s'affronte en étant juste à côté, mais via un intermédiaire. Et aussi le fait que ce soit simplement un jeu de lutte. Donc il y a de la violence derrière, même si elle est très cartoon et parodique. Donc comme il disait, il y a une maîtrise minimale à avoir du jeu, donc de tendre les jambes quand on commence à être penché en arrière, et ensuite on a quasiment plus aucun contrôle. Il faudrait vraiment pouvoir faire des arrêts sur image pour calculer ce qui va se passer dans les 3 prochaines secondes, parce que suivant qu'on tende ou pas les jambes, en vérité on pourrait contrôler le nombre de rotations, mais qu'il y en ait 5 ou 3, calculer que c'est son arrière du crâne plutôt que notre front qui va toucher le bord d'une plateforme, c'est impossible. Sachant qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. On n'a pas simplement un sol, donc il y a des niveaux parfois où on est sur des plateformes, donc il y a plusieurs plateformes en l'air avec un sol et un plafond plus haut ou pas. Parfois il y a de la glace, donc là on glisse complètement, donc là c'est absolument impossible de prévoir quoi que ce soit. Et il y a parfois où il y a même du vent, donc en fait avant même de toucher le sol, il y a quelqu'un qui va mourir. C'est au cas où on veut même pas que les rounds durent 5 secondes, mais 2 secondes, on met du vent, qui aura une force aléatoire, et quand il est force maximum, voilà, on n'a même pas le temps de jouer, et c'est déjà fini le round. Donc ils sont vraiment allés à fond dans leur direction de aucun contrôle, mais le fun est garanti. Voilà, donc il y a une comparaison assez intéressante à faire, c'est avec Paul Riders. Donc, je vais te laisser Parce que Paul Riders, donc, pour ceux qui connaissent, c'est ce jeu où on s'affronte avec cette perche, donc où on contrôle chacun un personnage, et on doit pousser un ballon dans le camp de l'adversaire. Ce qu'il y a avec ce jeu, c'est qu'on a beaucoup de mal à faire ce qu'on veut. Et ce qui fait qu'au final, souvent le résultat est relativement aléatoire, dans le sens où bien connaître le jeu, avoir des heures de jeu dessus, ne va pas forcément t'aider à battre plus facilement un joueur qui n'y aura jamais joué. Mais à la grande différence de Wrestle Jump, Paul Riders a des contrôles entre guillemets compliqués, dans le sens où il y a quand même un sens à connaître pour le rabattage de la perche. Savoir alterner la perche de gauche à droite, c'est pas évident. Alors que Wrestle Jump, c'est un one-button game, c'est-à-dire que il n'y a presque aucun intermédiaire entre le cerveau du joueur et le jeu en lui-même. Je dirais, c'est presque inhérent à tous les one-button games, c'est que on ne réfléchit pas aux commandes.
vu qu'on a un seul bouton à appuyer et que l'action se fait instantanément, c'est vraiment on contrôle directement avec son cerveau l'action de son personnage. Et là, je pense qu'il y a un paradoxe assez intéressant, c'est qu'au final, les one-button games, généralement, c'est des jeux qui sont absolument pas réalistes, comme un Call of Duty ou un Medal of Honor, comme dit précédemment, et pourtant, c'est des jeux dans lesquels on va être à fond dedans tout de suite. Parce que justement, c'est quelque chose qui est très facile à prendre en main et sur lesquels on peut s'amuser très très vite. Donc au final, c'est des jeux qui nous immergent très vite dans leur univers, alors qu'à la base, ils sont pas forcément faits pour qu'on s'immerge justement dans cet univers-là. Parce qu'à chaque fois qu'on doit penser à comment on prend les grenades, par exemple dans un jeu de guerre, ça y est, on est sorti de l'univers. On n'est plus dedans. Bien sûr, quand on a de nombreuses heures de jeu, et ben, on a des automatismes qui viennent, mais un minimum de contrôle assure le fait qu'on soit complètement immergé et qu'on n'ait aucune pensée sur justement ces choses-là. Voilà, sur quelle touche va faire quoi. En fait, c'est toute la dimension d'apprentissage en moins qui gagne, C'est ça. permet une immédiateté dans le jeu. Dans ce jeu-là, il n'y a aucun tutoriel. On arrive, ils te disent juste, bon bah pour tendre les jambes, t'appuies sur cette touche. Et t'appuies sur cette touche et ils te lâchent dans le truc. Et après c'est terminé. Oui, ils ont fait qu'on est obligé d'appuyer sur la touche pour... les deux joueurs doivent appuyer sur la touche pour commencer le round. Pour être sûr que l'unique bouton qu'on a à maîtriser, au moins on l'ait trouvé sur le clavier. Ça peut paraître quelque chose d'assez débile, mais au final c'est assez important quand on y réfléchit bien. Et pour renforcer le côté, donc on est fier et on est galvanisé par le côté violent entre guillemets du jeu, ils ont fait que quand un personnage est mis KO, il y a le nom de la figure qui a été faite, ainsi qu'un score. Et donc le nom de la figure, c'est par rapport au nombre de rotations, ou alors simplement comment on est tombé, donc si ça a été quelque chose de tout droit, ou alors un triple salto arrière, donc c'est des noms extravagants, assez ridicules. Et le score, c'est multiplicateur de cette figure par rapport à la violence avec laquelle la tête a heurté le sol. Donc on peut avoir des scores minables de par exemple 70 quand on a simplement poussé son adversaire contre le mur et il s'est cogné à peine l'arrière de la tête. Et quand on a fait 5 saltos et que genre il y a voilà, son nez qui s'écrase complètement par terre, alors là c'est du 2000 points. Voilà, et du coup il y a une espèce de frustration pour le perdant qui est assez grandissante, contrairement à justement comment dire, la satisfaction, voilà merci, du gagnant qui est absolument multiplié par ce fait, voilà, je t'ai mis 4000 points dans la tête, quoi, littéralement en plus. Parce que en plus, comme le jeu est très simple, il n'y a aucun bug, ça on peut être sûr qu'au niveau moteur, il ne se passe jamais rien d'incontrôlé par le jeu lui-même. Donc, de toute façon, même s'il se passait quelque chose d'aléatoire, ça passerait relativement inaperçu. Donc vraiment, quand on gagne, on dit que c'est parce qu'on est très fort, et quand on perd, on dit que c'est parce que c'est complètement aléatoire. Donc voilà. Ah oui, alors vous êtes rentré vraiment dans un... vous avez pointé le paradoxe de ce jeu, qui est complètement... qui va à l'inverse de ce qu'on pourrait habituellement penser du jeu vidéo, hein, puisque je vais essayer de bien comprendre, et je voudrais vous faire redévelopper ça. Vous dites que, quand vous dites il n'y a pas de contrôle, en quelque sorte, c'est vous ne pouvez, en tout cas, les particularités du contrôle, c'est le fait que vous ne pouvez pas avoir une conscience claire de telle action que vous allez faire en tant que joueur, tel geste que vous allez faire va signifier tel code qui va provoquer telle action. Vous n'avez pas la possibilité de vous représenter clairement quelles vont être les conséquences de votre action. En quelque sorte, vos gestes sont, et vous allez me dire si c'est juste, si c'est ça que vous voulez dire, vos gestes seraient à chaque fois l'équivalent d'un jet de dés. Il y a quand même un côté réponse instinctive, un déséquilibre. Comme j'ai dit, quand notre joueur commence à être poussé en arrière, on va tendre les jambes.
parce qu'on veut avoir nos appuis. Mais il y a des fois où on tombe d'une plateforme et là on contrôle plus rien du tout et qu'on appuie ou pas. Voilà, et en fait, il y a vraiment une grande différence dans le fait, dans Wrestle Jump comparé même aux autres One Button Game, c'est qu'en fait, normalement, dans chaque One Button Game, enfin dans chaque jeu, ou presque, quand on va y jouer de plus en plus souvent, on va acquérir certains mécanismes et on va devenir vraiment de plus en plus bon à ce jeu. Comme dans Medal of Honor par exemple, au bout d'un moment, voilà, on sait où les ennemis vont spawn, on sait où est-ce qu'on doit aller, on sait où est-ce qu'on doit balancer une grenade à tel moment. Tandis que dans Wrestle Jump, vous pouvez avoir passé votre vie dessus, vous pouvez perdre 5 à 0. D'accord. Ça veut dire que par rapport à la mémorisation, par exemple, j'ai mémorisé le tracé du couloir, donc quand je repasse, je sais que ce couloir va me mener là et que l'obstacle va se trouver à cet endroit-là. C'est ça. Donc là, ce que vous dites, c'est que la mémorisation est zappée complètement. Qu'est-ce qui reste quand même? Il doit y avoir quelque chose quand même. Ce qui se passe, c'est que par exemple, imaginez vous êtes en chute libre. Ouais. Je vais donner un exemple inventé. Imaginez que si vous faites 3 saltos, vous mourrez. Et si vous faites 4 saltos, c'est votre adversaire qui meurt. Imaginons qu'on arrive à anticiper ça, à calculer ça, à se dire, sachant qu'on tombe à cette vitesse, puis à cette distance, voilà, il faut vraiment que je fasse 4 saltos et pas 3. Vous pouvez essayer de vouloir que ça fasse 4 saltos plutôt que 3. Mais, suivant que les jambes des personnages soient tendues ou pliées, ça va tourner plus ou moins vite. De la même façon que... j'ai pas fait beaucoup de physique, mais quand on ramène ses jambes, on va tourner plus vite. Par exemple, sur une... C'est un problème d'inertie en fait. Oui, voilà. Et on contrôle ce qu'on fait, mais on contrôle pas ce que fait l'adversaire, donc au final, on n'a aucune incidence quasiment sur le nombre de rotations qu'on va faire. Bon, mais alors revenez sur les plaisirs particuliers de ce jeu. Le plaisir, je pense, il est à humilier entre guillemets son adversaire, à lui mettre le plus de points possible ou à simplement gagner le duel. Après, je pense que comme c'est quelque chose d'extrêmement aléatoire, le plaisir en fonction de l'issue d'un duel sur les 5, parce que normalement c'est un match de 5, on peut paramétrer ça pour plus, mais un match de 5, le plaisir en fait va aller, comme disait un humoriste, l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que vous allez être très content, vous avez gagné un duel, mais ça pâté, puis juste après vous êtes mort, vous êtes fait éliminer de façon assez grotesque. Finalement vous allez être très content, puis ensuite vous allez trouver non mais c'est n'importe quoi ce qui se passe. Après, vous allez être très content, et c'est ce plaisir de jeu en fait il va être justement totalement, il est aussi totalement aléatoire. En fait tout ce qui est lié à ce jeu est totalement aléatoire. Il y a peut-être aussi, je sais pas, j'y ai pas joué, mais du plaisir du fait qu'il n'y a pas de stress dans la mesure où on ne peut pas mal jouer ou bien jouer, quoi. C'est vrai qu'une des différences avec Paul Riders, c'est que Paul Riders, si on fait une grosse erreur, on se retrouve à avoir beaucoup de retard sur son adversaire et sur le ballon, et là on est presque sûr qu'on ne peut pas revenir, et c'est très désagréable de sentir son adversaire progresser dans son camp. Alors que là, je dirais la grosse erreur, ce serait de simplement se laisser tomber sur sa tête, donc de ne pas avoir joué dès le départ du round. Mais sinon, voilà, quand c'est lancé, jamais on se dit « Ah mince, j'aurais pu m'en sortir ». Mais par contre, de là à dire qu'il n'y a pas de stress, je suis pas tellement d'accord, parce qu'il y a toujours au moment où justement les deux joueurs sont la tête en l'air, les jambes tendues. Bon, les personnages sont assez désarticulés, donc c'est possible. En fait, il reste quoi de 1 pixel entre votre tête et le sol, et vous êtes en train d'appuyer comme un forcené sur vos jambes pour éviter que vous tombiez, jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui se prenne un coin. Donc là, il y a quand même un certain stress, même si au final, il est assez inutile parce que, pareil, on n'a pas de contrôle du tout sur ce qui va se passer. On va juste appuyer sur la touche comme un forcené en espérant que ça passe. Ouais, mais je veux dire, il n'y a pas de stress par rapport à un niveau technique qu'on pourrait acquérir ou au fait qu'on pourrait mal jouer, quoi. Enfin, non, je pense pas. Non. Ah oui, et pour aller encore dans le sens de l'aléatoire, quand on tombe, quand une chute se fait et on a l'impression que ça tombe plus sur un joueur, et des fois, le fait qu'il ait les jambes tendues fait que c'est pas lui qui va mourir, ça va contrebalancer et c'est l'autre qui meurt.
Donc enfin, c'est vraiment... Moi, ce que je comprends dans votre jeu, ce que je suis en train de me dire là, c'est que finalement ça fonctionne parce que il y a deux joueurs pour de vrai, l'un en face de l'autre, qui se connaissent et qui ont envie de se défier, qui ont envie d'établir une relation surprenante entre eux, hein, et que c'est une manière d'entrer en relation. C'est-à-dire qu'en fait, la question que je vous pose, c'est imaginez ce jeu avec un adversaire machine, ça marche pas. Est-ce que ce principe-là, mais au lieu d'avoir un vrai joueur en face de vous, et que l'autre joueur soit piloté par le programme, uniquement, vous ne supporteriez pas est-ce que vous supporteriez cette absence de contrôle? Est-ce qu'il resterait du fun? Moi je pense qu'il y a un mode un joueur, donc c'est possible de jouer contre une machine. Et alors c'est pas vraiment marrant. C'est surtout que du coup la frustration elle va être grandissante et le plaisir du jeu va être moindre. Parce qu'on a battu une machine, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, et quand la machine nous a battus, c'est encore pire. Donc je pense que le mode de joueur est quand même beaucoup plus amusant, justement parce qu'il y a cette présence humaine et le fait de charrier l'autre IRL. Est-ce qu'il est simplement beaucoup plus amusant ou est-ce que finalement il n'est pas indispensable par rapport à cette... Oui, parce que tout le jeu est axé sur ça. Est-ce qu'on n'est pas dans la situation où le mode avec un seul joueur devient absurde, sans intérêt, tu comprends pas pourquoi tu as fait ça, alors que là, visiblement, c'est une farce que vous faites à l'autre. À chaque fois, vous êtes... je t'ai eu, quoi. Tu croyais m'avoir, et puis, pof, quelque chose s'est passé que tu maîtrisais pas. Il y a une espèce aussi de côté masochiste à ce jeu, c'est que quand on commence à gagner, et on va commencer à se moquer de l'autre, à lui dire « Ah mais t'es vraiment nul en fait à ce jeu par exemple ». Mais en fait on lui tend le bâton pour quand on va perdre qu'il nous dise la même chose en réalité. Si on avait simplement dit « Oui, excuse-moi, c'est aléatoire ce jeu, c'est pour ça que je gagne », quand on aurait perdu, on aurait préparé le terrain pour qu'il se moque pas de nous. Mais au fond, on a envie que lui aussi il gagne. Il y a du vécu là, non ? Oui. Thomas, il lève la main depuis tout à l'heure, je crois. Non, mais en fait, c'est pour... du coup, le mode un joueur, il peut être éventuellement là pour essayer de s'entraîner à comprendre la physique du personnage. Mais l'intérêt est presque limité de la même manière que ces jeux d'enfants, où on a de l'eau comme ça, avec un petit bouton qu'on presse pour faire générer un peu d'air. Et on essaye d'envoyer les cerceaux dans la flotte pour... je sais pas si vous voyez vraiment les tout petits jouets d'enfants comme ça. C'est un peu le même genre de plaisir simple où on a juste à appuyer, il y a un truc d'air qui fait passer des cerceaux dans un petit rectangle d'eau comme ça. Et les cerceaux, on doit les faire monter sur un pic. Ah oui, et du coup, on n'a pas de contrôle parce qu'on ne fait que appuyer, comme ça, c'est exactement la même chose. Et le jet, il envoie et la physique, après, elle fait tout le reste. On est là à observer ce qui se passe et finalement, c'est plus le jeu de ces objets dansants dans l'univers qui est apparent. Moi, je pense plutôt le mode un joueur, c'est plus une espèce de démonstration pour te dire, t'as vu, le jeu, il est déjà assez amusant tout seul quand vous n'en avez pas joué à deux. Essaye avec tes amis. Et quand justement, après, on se dit, bah tiens, essaye ça, ça a l'air marrant. Et là, c'est l'éclate. Mais c'est pas beaucoup plus frustrant de perdre en mode un joueur parce que tu te dis que la machine a peut-être calculé exprès son coup pour te faire perdre. Bah si, justement, c'est ça le truc. Et le truc, moi je pense que je me poserais la question... Après, bon, je pense pas. Honnêtement, pour être honnête avec soi-même, je pense que c'est totalement aléatoire. Le peu que j'ai vu de la machine, en fait, elle réagit comme l'humain. C'est dès qu'elle commence à pivoter vers l'arrière, elle tend les jambes. Et dès qu'elle est vers l'avant, elle détend les jambes. C'est ce qui peut être intéressant justement entre les humains, c'est qu'on peut avoir des réactions un peu imprévisibles, ce qui va surprendre l'adversaire, et c'est ça qui va créer un peu l'aléatoire justement encore plus. Oui, c'est sûr, on essaie de faire quelque chose, donc ça fait encore plus n'importe quoi. C'est ça, c'est-à-dire que effectivement, j'imagine que quand nous on tend les jambes et que l'autre il les tend pas, c'est pas la même chose que quand on les tend tous les deux. C'est vrai que la machine, si elle a des comportements enregistrés, par exemple, tu disais trop penché en arrière, elle tend les jambes, etc. Nous, on peut peut-être en tant qu'humain essayer de jouer là-dessus en disant peut-être que si je me relâche tout au maximum et tout ça, peut-être que je vais faire... Oui, à la façon du judo, essayer d'emmener son adversaire par-dessus soi. À un moment, je me disais, bon, maintenant je vais faire exactement l'inverse. Je vais essayer de basculer toujours mon adversaire au-dessus.
mais au final, ça changeait absolument Voilà. rien. C'est un peu comme un jeu de Shifumi, pierre, papier, ciseaux. Vous allez essayer d'anticiper le mouvement de l'adversaire, et après vous allez dire ouais, je vais faire un truc complètement pas du tout ce qu'il pense que je vais faire, et ça va peut-être marcher. Tu vois. Anticiper l'anticipation. Voilà. Ouais, puis au final, il te bat avec le truc tout naze. En fait, on On passe peut notre faire une temps à démo, comprendre ouais. ce qu'on comprend. Ouais, il me laisse pas de- Non, voilà, vous deux, vous tenez les mains. Et... À vrai dire, on pensait le faire, mais finalement, on a eu l'ordi, donc... Bon après on n'aurait pas cassé nos têtes sur le sol, ça aurait taché et tout. on aurait bien fait le triple supérieur. Ouais, voilà. Moi, j'aimerais bien que vous repreniez, parce que j'ai l'impression que c'est quand même le cœur de cette affaire. Enfin, vous l'avez expliqué, mais c'est cette histoire du monde physique. Hein. Donc, il y a quand même dans cette affaire, il y a reconstitution, on va dire simulation d'une gravité. Oui. Hein, donc de quelque chose qui, à partir d'un certain seuil, va tomber. Hein. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer davantage comment ça fonctionne, comment le joueur le comprend? Vous l'avez expliqué, mais j'aimerais bien que vous le repreniez, que vous le détailliez. Hein, si vous choisissez ce jeu-là pour l'analyser, c'est ça qui est quand même au cœur. Hein. Tout l'aspect des règles du jeu, pour prendre un terme que je n'aime pas, qui sont dans la physique, dans la reconstitution d'une gravité. Hein. Comment ça fonctionne et comment c'est perçu par le joueur? Vous l'avez dit, mais j'aimerais bien que vous le repreniez. Bah déjà, c'est une gravité qui n'est pas tellement réaliste. C'est une gravité, on joue sur un jeu qui a une gravité assez faible. Quand on va tendre les jambes, on va sauter pas très haut, mais on va rester en l'air assez longtemps pour histoire d'essayer d'anticiper. Ouais, un peu comme sur la Lune, pour essayer à peu près d'essayer d'anticiper ce qui va se passer, pour pas que tout aille trop vite. Et par contre, c'est au niveau de l'inertie où là, c'est quand on commence un mouvement de rotation, là, ça part vraiment n'importe comment. Et on a un niveau où c'est une boule de glace, en fait. Et on est au milieu de cette boule. Et alors là, il y en a un qui tend les jambes, il y en a l'autre qui tend plus, et ça vous fait des roulés-boulés jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe, quoi. Donc la gravité, en fait, c'est vrai que c'est le cœur du jeu, parce que c'est là-dessus que va se jouer un peu l'issue du combat. Mais c'est pareil, ça reste de l'aléatoire. Mais la gravité, elle, pour le joueur, n'apparaît pas comme aléatoire. Le joueur pense qu'il y a une forme de il y a maîtrise. une logique quand un objet qui à telle fois se trouve déséquilibré de telle manière, il va tomber dans telle direction, etc. Le joueur perçoit malgré tout une logique de l'univers. Oui. Il perçoit mais il ne la maîtrise pas. Et la gravité a une grosse place dans le jeu, puisque c'est un jeu de lutte, donc le joueur comprend quand il tombe que ça représente un danger. Ouais. Et après, il va avoir la surprise de se voir gagner alors qu'il pensait qu'il allait se faire écraser par son adversaire parce qu'il était en dessous pendant la chute. Donc oui, le joueur a cette impression voit qu'il y a une gravité, sent quel est son poids, Ouais. mais il ne peut la maîtriser que très très peu. Ouais. Et il a une perception de son propre poids. Oui. Oui. Ça, c'était intéressant quand même. Enfin, un jeu aussi primitif, hein. Quand même, enfin, subtil aussi, mais donne au joueur la sensation de peser dans un espace, c'est-à-dire puisqu'il peut tomber, il est plus par là, si on le pousse dans cette direction, il va tomber, etc. C'est quand même incroyable. Et étonnez-vous de ce truc-là. Plus personne, enfin, vous êtes tellement joueur que vous vous étonnez plus qu'il y ait des sensations de gravité et de poids. C'est formidable, ça, c'est incroyable. Il y a quand même qu'avec des images, qu'avec simplement ce qu'on voit, qu'avec des images, on puisse avoir la sensation que je suis lourd et que je vais tomber, je suis déséquilibré, que je vais tomber dans ce sens-là, même si après on est dans un truc, je ne sais pas totalement le contrôler, il y a une partie, mais en même temps, ça m'envoie des sensations d'existence dans un univers physique. Et c'est paradoxal puisqu'on a cette sensation et on se rend compte que la gravité existe parce que justement c'est une gravité de type lunaire.
Donc on a le temps de bien appréhender. Et en même temps qu'il y ait des gravités, des sensations d'existence artificielle, hein, qu'on puisse imaginer, parce avant le jeu vidéo, est-ce qu'on pouvait imaginer une autre sensation de poids que la sensation de poids naturelle, hein? Nous n'avons jamais vécu autrement que sur la Terre. Alors effectivement, bon, il nous arrive de faire sous l'eau, où on a un rapport où on ne sent pas notre poids de la même manière. Mais là, donc, on a cet élément fondamental pour l'homme, qui est de se sentir exister dans son corps parce qu'on est dans l'espace, parce qu'on pèse, parce que... et en même temps, cette sensation, elle est totalement décalée, puisque ce n'est pas une gravité ordinaire, hein, elle est poussée dans certains sens, c'est pas la gravité naturelle, c'est pas et en même temps, ça nous